un jour l'économie s'effondre. Il y a un gigantesque krach bancaire et ça tombe, c'est comme des pierres qui dégringolent. Le rapport social, c'est pas du tout ça. Le rapport social, et c'est là où c'est hyper important, parce que les gens vont vous dire, mais alors qu'est-ce qui fait que les gens bougent? C'est que, et c'est là ce qu'a pas vu Debord, et c'est là où il faut retourner à Marx. C'est-à-dire que la crise du taux de profit n'est pas la crise d'une catégorie économique. La crise du taux de profit est la crise de l'infrastructure historique générale, de toute la réalité symbolique et matérielle de nos émotions, de nos appartenances, de nos perceptions. Là, nous parlons autour de cette table, et en dernière instance, ce qui nous légitime en l'ordre du monde, c'est la conscience fausse. Et c'est parce que la conscience fausse règne sur le monde que le monde du capital se reproduit. Marx dit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la révolution devient possible? C'est que les conditions objectives de la matérialité de la conscience fausse s'invalident. Donc, tous les gens qui sont dans l'économie politique et qui ne sont pas dans la critique de l'économie politique, vous pouvez prendre tous les grands économistes de la surface des choses, ils ne comprennent rien à l'économie. Pour eux, l'économie est un objet. L'économie est un objet. Et pourquoi il y a crise? Il y a crise parce qu'il y a disparité et dysfonctionnement entre la production et la consommation. C'est ce que Marx a radicalement mis à jour en montrant que c'était débile. La crise, c'est pas ça. Alors on y reviendra peut-être sur travail mort, travail vivant, mais donc c'est parce qu'il y a une crise objective du taux de profit et que c'est le taux de profit qui matérialise la conscience fausse, qu'à un moment donné, la conscience fausse s'auto-invalide elle-même en tant que produit de l'auto-invalidation des conditions objectives de reproduction de la contradiction valorisation-dévalorisation. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a une conscience vraie qui surgit. Donc, il n'y aura pas besoin d'aller survivaliser à droite à gauche, ici ou là. Ça, c'est Mad Max, tous ces trucs-là, c'est le produit du capital. Le capital a créé des scénarios noirs. Tout s'arrête. Il n'y a plus d'électricité, les bateaux. Alors il y a des gens qui se cachent dans une ville, d'autres qui font des provisions de riz. Donc c'est des scénarios littéraires. Mais c'est pas du tout un scénario historique palpable. Et Marx montre très bien que ça ne se passera pas du tout comme ça. Alors, bon, ceci dit, bon, ça peut être intéressant que des gens dans des fermes à la montagne fassent des provisions, on peut tous en faire parce que ça va poser des questions de fonctionnement, cette révolution. Mais la thématique survivaliste n'apporte strictement rien à la réalité objective de la révolution. Disons qu'à titre individuel, on peut faire des conserves. Et du coup, ce qui est intéressant de se dire, c'est que ces thématiques surréalistes, ça rejoint un peu le terrorisme, quoi. Ah bah bien sûr, c'est lié. C'est conscient qui valide le système capitaliste. Voilà. Et faire aux gens. Voilà, il faut que et c'est d'ailleurs la même chose pour la terreur. La révolution est l'acte amoureux des plus belles lucidités jouissantes. Pour les bolcheviks, c'est un monastère sadomasochiste. Donc, si vous voulez, la révolution, elle est belle, elle est joyeuse. C'est ni la peur, ni la terreur. C'est l'auto-émancipation. C'est se reconnecter avec notre nature. Voilà. Le naturalisme achevé. Voilà. La réconciliation de l'homme avec la nature. Et l'homme, c'est la nature, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est la réconciliation de l'homme avec lui-même. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, le changement, donc la révolution, en quelque sorte, c'est la conjonction d'une chute du système économique avec donc l'impossibilité pour le capital de se renouveler parce que le spectateur ne reproduit plus sa servitude. Alors, ce que vous dites est bon, mais vous le posez encore de manière statique. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à Hegel, au présocratique, et au manuscrit de 44 sur l'être générique, et surtout à l'idéologie allemande, quand Marx dit c'est le prolétariat universel dans l'universalité de la décomposition du mode de production capitaliste. C'est-à-dire que il n'y a pas. Moi, j'ai été dans des groupes dans les années 70 dont j'ai scissionné parce que j'étais en désaccord, qui disaient la révolution est nécessaire mais pas suffisante. La crise est nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes qui n'étaient pas dans cette réappropriation de Hegel et de Marx pour comprendre le concept de totalité. Il y a une grande crise, mais on a vu des grandes crises et ça n'a pas produit la révolution. Donc il faut qu'il y ait autre chose. Alors l'autre chose, c'était il faudrait que les gens aient plus de volonté, ou il faudrait qu'il y ait une organisation, voilà, où il faut les éduquer avant. Les gens sont bêtes. Voilà. Les gens, ce que ces groupes ne comprenaient pas, c'est que la crise du mode de production n'est pas une crise économique. C'est la crise civilisationnelle de l'aliénation dont l'économie n'est qu'une métastase. C'est-à-dire pourquoi les économistes ne comprennent rien. Pourquoi Marx est le premier à avoir compris l'économie.
parce qu'il l'analyse d'un point de vue anti-économique. Le Capital a pour sous-titre critique de l'économie politique. C'est pas et alors toute la merde bolchéviste et trotskiste et maoïste pendant des années faisait des économies politiques socialistes. Vous aviez des théoriciens qui disaient je vais produire un texte d'économie politique socialiste. On a même eu des livres où c'était, j'ai plus le titre exact en tête, mais c'était la théorie de Marx en ce qui concerne l'économie politique, sous-entendu la nouvelle économie politique chez Marx. Bah oui, parce que tous ces gens-là étaient pour des nationalisations, pour un rééquilibrage. C'est-à-dire que le bolchevisme, c'est un proudhonisme paranoïaque et policier. Parce que le Proudhon, on va rééquilibrer dans la souplesse, on va bricoler les artisans, les paysans, c'est souple et c'est gentil, Proudhon. Par contre, le bolchevisme, qui est l'antithèse radicale de Marx, il nous fait du proudhonisme concentrationnaire. On garde le salariat, l'argent, la banque. C'est une étatisation des forces productives. Voilà, c'est l'étatisation qui est critiquée radicalement. L'anti-Düring, les textes de Engels, désingué. Bien sûr, c'est complètement désingué. Ça reste capitaliste, même si c'est bien sûr. Donc, si vous voulez, le truc essentiel, c'est que la crise, vous voyez 68. En 68, vous avez 10 millions de personnes qui sont en grève. Mais en 67, ces personnes-là n'étaient pas en grève. Et de 67 à 68, il y a quelque chose dans l'infrastructure sociale, des émotions, des perceptions et des rencontres qui a produit un saut qualitatif. Il n'y a pas eu besoin de groupuscules, même si les groupuscules étaient là. Les groupuscules ont permis que ça soit synthétisé différemment à travers un mode de langage. Il y avait un mec de pouvoir ouvrier, il y avait un situationniste, un anarcho-syndicaliste qui avait déchiré sa carte. Bon, il y avait des gens qui faisaient que ça se concrétisait, mais c'était la matrice de la vie. Les gens ont bougé entre 67 et 68 parce que l'infrastructure a produit un saut qualitatif. Alors c'était un saut qualitatif réduit, localisé, extrêmement restreint, parce qu'on n'était pas dans la crise terminale. La crise terminale, c'est le moment où la crise du taux de profit ne peut plus reproduire sa reproduction. À un moment donné, alors on y reviendra peut-être parce que c'est extrêmement complexe, plus-value relative, plus-value absolue, etc. À un moment donné, il existe une objectivité matérielle qui fait que le développement des forces productives de l'aliénation ne peut plus se reproduire. Mais c'est pas économique. C'est une dialectique historique civilisationnelle qui contient la production économique, mais qui est d'une dimension dialectique bien supérieure et qui est porteuse de la reproduction de la conscience fausse. Et donc, parce que cette crise gigantesque de l'infrastructure, qui est l'infrastructure de la confiance fausse, ne peut pas reproduire sa matérialité, d'un seul coup, les consciences commencent à percevoir autre chose, mais pas parce qu'elles le décident dans un caprice narcissique, mais parce que c'est la matérialité de leurs conditions objectives. Le type en 68 qui allait tous les jours à 6 heures poser sa combinaison aux usines d'aviation de Toulouse, un matin, l'a pas posé de la même manière, il y avait un climat social, les mecs ont commencé à bosser, et c'est là la catégorie essentielle de Marx sur classe en soi, classe pour soi. Les gens vous disent des fois, parce qu'ils ont une volonté substitutiste, éducationniste, policière, mais c'est pas possible, je vois bien, les gens sont complètement abrutis, ils bougeront jamais tout seuls, faut les organiser. Mais le type qui est dans la classe en soi soumise, quand il y a la crise, qu'elle soit momentanée ou qu'elle soit terminale, il devient un homme du pour soi. Et la classe devient une classe du pour soi. C'est plus la même. Les perceptions sont différentes. Le mec soumis qui avait peur du contremaître, il commence à parler aux collègues, il a plus peur du contremaître. Et il bouge. Donc c'est une dynamique dialectique.